Bonjour tout le monde, en ce beau mois d'août, on voit que le sport, c'est cool, c'est utile et tout le monde peut en faire à son niveau. Mais souvent, quand vous voulez faire une activité physique dans un club, a fortiori si c'est en compétition, on vous demande un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce truc? À quoi ça sert? Et est-ce qu'on peut vraiment se le voir refuser? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Premièrement, il faut savoir à qui s'adresser pour obtenir ce fameux certificat. C'est assez simple, n'importe quel médecin peut le délivrer dans la plupart des cas, donc le plus souvent c'est vers votre médecin généraliste qu'il faut se tourner. C'est d'ailleurs le plus simple puisque votre médecin traitant, il vous connaît. Il connaît vos antécédents médicaux, vos éventuelles allergies, le statut de vos vaccinations, vos traitements, bref, il connaît tout. Car ce certificat, il sert à déceler d'éventuelles pathologies qui seraient passées inaperçues et pourraient s'aggraver pendant l'activité physique. Donc la première étape, c'est celle de l'interrogatoire, pour récupérer toutes ces informations. On cherchera notamment des antécédents familiaux, surtout cardiovasculaires, et ça c'est la partie facile. Mais ça ne suffit pas. Pour être sûr qu'une personne peut bien faire du sport avec le minimum de risque, parce que le risque il existe toujours, le médecin ne peut pas tout détecter, il faut un examen clinique complet, mais pas si complexe que ça. D'abord, on va vous peser et vous mesurer, et pour les enfants, évaluer la croissance et le stade pubertaire. Car on sait par exemple qu'une pratique sportive très intensive chez une petite fille peut retarder l'apparition des règles. Ensuite, on s'occupera de l'appareil cardiovasculaire, donc le cœur, les artères et les veines. On va mesurer la fréquence cardiaque au repos, qui doit normalement être comprise entre 60 et 80 battements par minute. La pression artérielle aux deux bras, car une différence importante pourrait être le signe d'un problème artériel. Et surtout, on va rechercher un souffle cardiaque, ce petit bruit que fait le cœur quand le sang est expulsé. Mais savez-vous à quoi correspondent ces fameux souffles cardiaques? Parce que avoir un souffle cœur en langage médical, c'est aussi précis que de dire que vous avez des taches rouges sur le bras. C'est purement descriptif, mais ça ne me dit pas ce que c'est. Normalement, quand on ausculte un cœur, on entend deux bruits qu'on nomme B1 et B2. Le premier bruit correspond à la fermeture des valves mitrales et tricuspides entre les oreillettes et les ventricules. Et le second correspond à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires entre les ventricules et les artères aortes et pulmonaires. Donc ce sont tout simplement des bruits de porte qui claquent, et c'est parfaitement normal. Mais parfois on entend comme un petit chuintement, une petite fuite. Pour reprendre la métaphore précédente, ce serait comme une porte qui claque mais avec un courant d'air. On entend la porte se fermer, mais également l'air qui s'engouffre dans l'embrasure. Et bien pour les valves cardiaques, c'est exactement la même chose. Parfois, ces dernières sont un peu abîmées, un peu rigides, ou tout simplement mal fichues. Et c'est là que ça va s'entendre. Alors on a tout un tas de manières de caractériser ces souffles, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un souffle, ça peut être à la fois parfaitement bénin, notamment chez les enfants, où on entend simplement les turbulences du flux sanguin, comme gravissime, dans des cas par exemple de rétrécissement aortique sévère, où l'activité physique risque tout simplement de provoquer un arrêt cardiaque. Donc un souffle cardiaque à l'examen clinique doit toujours faire rechercher sa cause. Généralement, ça nécessite une échographie avec une consultation chez un cardiologue et on reporte la rédaction du certificat à la réception des résultats qui sont quasiment toujours rassurants. Pour terminer sur le côté cardiovasculaire, on peut également réaliser un électrocardiogramme pour dépister les troubles du rythme, mais ce n'est pas systématique. Les sociétés savantes de cardiologie recommandent d'en faire un à partir de 12 ans, puis tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans. L'autre versant important de l'examen clinique, c'est l'appareil ostéo-articulaire. On vérifiera donc l'absence de troubles de la statique rachidienne, c'est-à-dire une scoliose ou une kyphose, qui sont des courbures anormales de la colonne vertébrale, mais aussi des membres inférieurs. On dépistera par exemple le genu valgum ou le genu varum, qui se traduisent par des genoux respectivement vers l'intérieur ou vers l'extérieur et qui peuvent nécessiter de prescrire des semelles orthopédiques. Le tout sera complété par un examen clinique global au niveau neurologique, respiratoire, ORL, mais aussi visuel et auditif. Et puis, c'est tout. Enfin, le plus souvent, ça suffit amplement et aucun autre examen n'est nécessaire, sauf si on a trouvé une anomalie à l'interrogatoire ou l'examen, comme un asthme jamais bilanté, un souffle cardiaque qui n'était pas connu, auquel cas, encore une fois, on fera le certificat uniquement après avoir fait les examens complémentaires nécessaires. Ce certificat est valable 1 an, sauf exception, et anecdote intéressante, il est régi par le Code du sport, article
L231-2. Alors après, il y a des trucs à savoir, notamment des contre-indications spécifiques à certains sports. Et ça, c'est vachement plus intéressant. Par exemple, saviez-vous qu'il est théoriquement interdit pour les personnes myopes de pratiquer la boxe? Et oui, car les coups de poing peuvent provoquer des décollements de la rétine et aggraver une myopie existante. Bon, pour tous les sports de combat, de toute façon, un problème par exemple de coagulation exclut forcément la pratique, mais également le fait de n'avoir qu'un seul rein, un seul œil. Et même qu'une seule couille. Étonnamment, oui. En fait, un organe unique est une contre-indication pour la simple et bonne raison que si vous êtes blessé au point d'avoir une hémorragie interne et de perdre un rein, si c'est le seul que vous avez, vous êtes dans la merde. Et après, ils finissent chez moi. Pour les sports aquatiques et aéronautiques ou bien les sports automobiles, il est impensable de signer un certificat à une personne épileptique ou diabétique parce que le risque de malaise avec convulsion ou d'hypoglycémie est bien trop important. Le sujet, c'était pas les Jeux Olympiques à l'origine? Si, j'y viens justement, parce que là on a parlé du cas classique normal, mais les athlètes des Jeux Olympiques ne sont pas des personnes normales, ce sont des sportifs de haut niveau. Et là, en termes de surveillance cardiovasculaire, c'est pas la même mayonnaise. Déjà, on fait systématiquement une échographie cardiaque à l'âge adulte, au moins une fois dans la carrière sportive, pour dépister des anomalies des valves ou de la contraction cardiaque. Ensuite, certains sports nécessitent une attention toute particulière. Premièrement, l'alpinisme, au-delà de 2500 mètres d'altitude. C'est pas au JO. Alors la plongée subaquatique. C'est pas au JO non plus. Ok, bon, j'imagine que pour la spéléologie aussi, je vais me faire foutre. C'est au JO, mais c'est dans les chambres. Alors, ok, parlons plutôt des sports où il y a un chaos possible, donc globalement la boxe et le taekwondo pour les JO. Ah, tu veux parler des disciplines sportives pratiquées en compétition pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsque, à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience. Grand classique. Ils sont vraiment barbants, ces juristes. Donc dans ces cas-là, d'autres examens sont nécessaires, surtout d'un point de vue ophtalmologique. Pour les professionnels de la boxe anglaise, un examen complet du champ visuel et du tonus oculaire, ainsi qu'un fond d'œil sont exigés chaque année. Mais ce n'est pas tout. La boxe anglaise étant un sport olympique de gros bourrins, une rhémnographie des artères cervico-céphaliques est également obligatoire tous les 2-3 ans. Globalement, c'est une sorte d'IRM pour vérifier l'intégrité des artères du cou et de la tête qui peuvent être lésées lors des coups répétés sur le crâne. Mais ce n'est pas tout. Les athlètes olympiques doivent également réaliser une prise de sang complète tous les ans, un dépistage des hépatites et du VIH, une épreuve d'effort, une radio du thorax et pour les femmes, un test de grossesse datant de moins de 7 jours. Il doit être négatif, bien sûr. Mais il n'y a pas que les sports de combat qui nécessitent des examens particuliers pour nos athlètes. Pour rester dans le domaine du trauma crânien, il faut bien sûr parler du rugby. Les règles se sont grandement améliorées depuis les 10 dernières années et le suivi des commotions cérébrales est actuellement bien plus rapproché. Il se fait, comme dans beaucoup d'autres sports, grâce au questionnaire SCAT-5 élaboré par nos amis canadiens et qui permet d'évaluer les conséquences des commotions cérébrales. Cette échelle est utilisée dans le cadre d'un examen neurologique complet et à partir de 40 ans, on retrouve les mêmes obligations que les boxeurs concernant la rhémnographie, surtout pour les joueurs qui jouent en première ligne. À présent, partons loin de toute cette violence et de cette brutalité pour partir au pays merveilleux des armes à feu. Aux Jeux Olympiques, ça concerne le tir et le pentathlon moderne, et qui dit tir dit audition. Ah oui, un fusil ça fait du bruit, donc il est important pour ces sportifs professionnels de contrôler leur ouïe tous les 3 ans. Et on pourrait également croire que ces personnes doivent être suivies ou au moins évaluées par un psychiatre, mais en fait il n'en est rien. L'interrogatoire sera un peu plus axé sur la santé mentale, mais pas besoin de plus d'examens ou de consultations spécialisées. Et voilà pour les spécialités du suivi médical des athlètes des Jeux Olympiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être au courant de tous les contenus qui seront publiés sur l'Aztec par les différents membres qui s'activent pour vous proposer des choses différentes et des points de vue pluriels. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez nous soutenir sur Helloasso via ce QR code. C'est ainsi que nous pouvons nous permettre de continuer à faire vivre l'association
informations et proposer de nouvelles vidéos aussi régulièrement. J'en profite pour vous recommander la vidéo de Yanis de la semaine dernière sur le tribunal arbitral du sport, et la semaine prochaine c'est Valentine, une toute nouvelle membre de l'association que vous pourrez découvrir sur la thématique de l'écologie dans les Jeux Olympiques.